à la pédagogie Steiner, puis à l'eurythmie. La pédagogie Steiner, c'est tout simplement ma fille aînée. Je vivais aux États-Unis. Je cherchais un lieu d'accueil pour elle. Elle avait 2 ans et demi. Là-bas, il y a un choix extraordinaire en Californie du Nord. Donc j'ai visité toutes sortes de petites écoles et j'étais très difficile. Je me rendais compte, sans le savoir, que je cherchais un Graal. Et jusqu'à ce que je visite un petit jardin d'enfants Steiner qui était tenu par une dame allemande avec le petit jardin autour, avec le soin apporté à tous les moments. Et elle m'a laissé observer son groupe toute la matinée. Et je ne connaissais absolument rien de la pédagogie Steiner, mais en sortant, je me suis dit, mais ici, ils savent ce que c'est qu'un enfant. C'était purement intuitif et je trouvais une force de vie dans ce lieu. J'ai trouvé là une joie profonde et calme dans cette pratique corporelle, musicale. J'ai un lien fort aussi avec la littérature, avec les lettres, et c'était une manière pour moi de donner corps à la parole. J'ai découvert aussi du coup, chemin faisant, l'eurythmie musicale, qui est aussi très puissante. Elle développe toutes les facultés, que ce soit de pensée, que ce soit de sensibilité. Elle nous relie au corps et elle nous relie aux autres aussi. C'est vraiment un art social. Quand vous prononcez le son A, quand vous écoutez un texte dans lequel il y a cette sonorité qui revient souvent, insensiblement, ça produit une impression. On n'est plus habitué à être aussi finement, avoir nos antennes tournées vers cet aspect-là du langage. Ça produit une impression, et si on regarde par rapport à d'autres voyelles, pour rester dans l'univers des voyelles, puisqu'on est avec le A. Si je compare avec le I, si je compare avec le O, avec le E, c'est pas du tout la même impression. Si je vous dis la vague se lâche dans l'albâtre, et si je vous dis la cyberguerre excède les bêtes, la vague se lâche dans l'albâtre, la cyberguerre excède les bêtes. Là, je ne fais qu'esquisser des gestes avec mes bras, mais en fait, c'est le prolongement de ce que la sonorité induit en moi. Après, le geste du A en eurythmie, il est comme ça. Le geste du E, il est comme ça. Alors là, on a une polarité. En eurythmie, après, on a un alphabet, mais on va le décliner de plusieurs façons. On peut avoir des petits E, on peut avoir des A en bas, on peut avoir des petits A, il y a toutes les nuances. Mais c'est le moment de redonner vie à quelque chose qui est devenu utilitaire, véhiculaire, je parle du langage, qui est souvent d'ailleurs malmené, mais qui est une force. J'ai beaucoup observé mes élèves quand j'étais professeure de classe dans les cours d'eurythmie. J'adorais les voir faire de l'eurythmie. J'avais l'impression de comprendre profondément qui ils étaient en les voyant faire de l'eurythmie, plus qu'à n'importe quel autre moment, parce qu'elle est complète. Je pouvais aller les voir à l'atelier bois, je pouvais voir s'ils étaient plus ou moins volontaires, etc. Je pouvais observer plein de choses, mais leur capacité à faire face à la résistance, à beaucoup de choses. Mais avec l'eurythmie, je pouvais tout voir. La sensibilité, l'incarnation, la présence dans le corps. Jusqu'où? Est-ce que c'est jusqu'au bout des mains? Est-ce que c'est petit? Et puis la capacité de se représenter, parce que l'eurythmie, elle nous oblige à déployer des formes dans l'espace qui sont en mouvement permanent avec les autres. Donc je dois être en moi, dans mon geste, je dois lui donner la plus belle forme possible. Et en même temps, je sais que là, on est en train de passer d'un carré à un triangle, à un cercle, à une spirale qui se déroule, qui se renroule, etc. Et maintenant, j'ai une nouvelle place. Et voilà, c'est une extrême mobilité. Et voilà pourquoi je pense qu'elle est essentielle pour la construction d'un être harmonieux et aligné. Je pense qu'il y a une dimension spirituelle à partir du moment où
ce que l'on croit n'être que matériel, on lui découvre d'un seul coup des dimensions beaucoup plus profondes. Voilà. Et dans ce sens-là, je dirais oui, il y a une dimension spirituelle. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux sonorités du langage, on n'est pas obligé de penser qu'il y a quelque chose de spirituel dans les sonorités du langage. Je pense que notre monde d'aujourd'hui a cessé de considérer le langage de cette façon depuis longtemps, sauf peut-être les poètes, les acteurs, les comédiens. Pour moi, déjà là, il y a une dimension spirituelle, bien sûr. Et il y a une dimension spirituelle à un autre endroit, c'est à l'intérieur de l'être, quand on peut ressentir intérieurement cette faculté d'attention qui se déploie sur tout l'organisme physique et corporel en même temps. D'où elle vient cette faculté d'intention qui se déploie sur tout l'organisme en même temps pour qu'il fasse ce qu'il a à faire dans la forme rythmique, dans le déplacement, dans la gestuelle. Et c'est tout le temps en train de changer. Donc d'où elle vient cette capacité d'attention qui n'en finit pas de s'adapter en permanence pour créer quelque chose ensemble. Le rythmie, elle donne à vivre ça, elle donne à contacter ça, elle donne à contacter en nous cette part, ce capitaine sensible. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Ce qui me tient à cœur de partager concernant les grandes classes. Dans les écoles Steiner, d'abord, il y a très peu d'écoles qui vont jusqu'aux grandes classes. Et puis on entend souvent, et j'ai moi-même souvent pensé, longtemps pensé, finalement, ce qui est important, c'est de soigner le jardin d'enfants, le primaire, voilà. Plus ils sont petits, plus on a envie de les protéger, il y a tout cet aspect-là. Et en fait, maintenant que j'enseigne dans les grandes classes, j'ai vraiment envie de dire, restez jusqu'au bout. Je pense que plus que jamais, la jeunesse, elle a besoin de vivre des expériences qui la sollicitent en profondeur. Elle a besoin de trouver un sens, elle a besoin de pouvoir se projeter vers l'avenir, elle a besoin pour ça de faire l'expérience des forces qu'elle a. Et les forces, on ne les a que si on les met en route, on les conquiert en les déployant, en se mettant en mouvement. C'est particulièrement vrai à l'adolescence et tous les projets qu'on met en route pour nos adolescents leur permettent de faire l'épreuve de aller à la rencontre du monde, aller dans un EHPAD, aller dans un pays étranger, faire un voyage social, construire un projet individuel qu'on va présenter à un public sur une année entière. Toutes ces mises en route qui vont les chercher à un endroit qui est vraiment hautement individuel et en même temps bien sûr social, elles sont essentielles. Et après, moi j'enseigne le français. Et je me rends compte que la capacité de concentration, la capacité de penser, de déployer une pensée vraiment individuelle, vraiment vivante, on a les moyens ici de la cultiver. Parce qu'on travaille avec des périodes, donc on peut rentrer dans un esprit de recherche d'un jour sur l'autre et approfondir les sujets. On sent les élèves qui instinctivement, enfin inconsciemment plutôt, veulent revenir, veulent savoir la suite, veulent continuer à chercher, finalement apprennent à aimer chercher. Si on n'aime pas chercher, je ne sais pas comment on résiste à la facilité des intelligences toutes faites qui nous fournissent des réponses toutes faites. Aimer chercher, aimer questionner, aimer le faire ensemble. J'ai l'impression que dans nos écoles où les groupes classes sont relativement réduits, où chacun peut s'exprimer, s'écouter, se confronter, où les professeurs sont attentifs à ce qu'il y ait cette qualité-là, parce qu'ils sont attentifs à développer des facultés, en fait, c'est précieux. C'est vraiment très, très précieux. Le regard qui est posé sur l'enfant n'est pas un regard matérialiste. Nous partons du principe que l'enfant qui arrive est quand même un être qui, justement, est un être. Voilà, tout est là. Les enfants, au cours de leur scolarité, ils vont rencontrer toutes les mythologies. Ils vont finalement comprendre l'importance du mythe. À travers l'histoire, ils vont comprendre à quel point la force individuelle de l'être humain peut changer le monde, le déployer, le transformer. Leur culture générale par rapport à la force de l'esprit, qu'on considère qu'il soit strictement l'esprit humain ou qu'on considère qu'il soit l'esprit
cosmique, universel, celui qui a donné lieu à toutes les mythologies, etc. La force de l'esprit, c'est quelque chose que le jeune qui grandit à l'école peut saisir, qui est mis à sa portée. Il ne leur est pas demandé d'y croire. Et d'ailleurs, on a des élèves qui sont très... voilà, qui font de la musculation, qui sont très, très terrestres, voilà, très dans le monde d'aujourd'hui, et quand je vois mes enfants, mes propres enfants ou mes anciens élèves, je crois qu'on leur met à disposition des récits, des fêtes aussi, on leur met à disposition la possibilité de percevoir qu'il y a peut-être une force supérieure en eux, que simplement leur corps, leur génétique, etc. Mais c'est une porte, ça n'est qu'une porte. Et en plus, il y en a plein des portes. Donc à aucun moment c'est exclusif ou dogmatique.